Oui, les progressions, les directions. Oui. Vous passez d'une image à l'autre, finalement. Oui, comme dans le Zodiac, Voilà, on passe d'un signal à l'autre. Alors donc là, il y a un enchaînement des images. Ah bah, vous le percevez, cet enchaînement. Vous l'avez décrit dans vos beaux livres. Oui. Vous dites qu'on passe de l'égramme 1 à 2 à 3. Non, je ne sais pas si c'est. Il y a un enchaînement très net. Donc il n'y a pas que des oppositions comme dans le livre canonique, il y a des enchaînements. Et les images permettent. C'est vous-même peut-être qui les avez ménagées, non? Ah non. Non, je veux dire que vous avez peut-être essayé de faire des rapports entre les. Non, du tout. Non, c'est après coup. L'enchaînement est complètement intellectuel entre conceptuel, spirituel. Là, on a de l'énergie à un très haut niveau, et là, on essaie de la rapprocher du terrestre et d'en faire quelque chose. Bon, Donc, là, pour revenir à l'astrologie, par exemple, ça correspond à quelle partie de l'année? Ça, c'est la fin. Chaque image correspond à un moment de l'année. Fin du signe du poisson. C'est calendérique, c'est ça? Oui, c'est ça, calendérique. Donc ça avait fait Yves Thieffry, c'était ça aussi? C'est ça, c'était ce qu'avait fait Thieffry. Mais il n'avait pas inventé complètement, si? Le rapport, comment est-ce qu'on fait la connexion entre les signes et les mois de l'année, et les jours de l'année? Il avait pris le cercle qui date ce fameux cercle-là, où est-ce qu'il est... Voilà. Et oui. Ah, on le voit sur... Oui, on le voit bien. Et il l'avait orienté avec Nicolas. Avec Nicolas, justement. Et il avait confirmé les positions parce qu'il fallait le faire, ça, hein, il fallait le faire. Il avait confirmé les moments de l'année, les degrés astrologiques et les images. Attendez, ce que j'essaie de comprendre, M. Guénoux, ce travail-là avait déjà été fait avant lui? Je pense que c'est lui qui a fait ce travail. Ah bon, donc finalement, c'est quelque chose de total. Nicolas, c'est pour ça que je dis que ça a sûrement, mais bon, Nicolas, je l'ai eu au téléphone là-dessus et on n'a pas eu le temps de se voir, on n'a pas eu le temps de se rencontrer. Mais c'est vrai que je pense que ça a un sens pour lui dans son parcours. Dans son parcours astrologique, ça a un sens. Voilà. Donc ma question c'était comment est-ce que vous pensez que ça a été un apport important de relier les 64 hexagrammes au jour de l'année? Mais est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire, par exemple? Je sais pas moi. Ah non, il n'y a aucune autre manière de faire que ce fameux cercle-là. Hein, que ça démarre comment? Comment est-ce qu'on connecte? On commence par le bélier. C'est au bélier? Comment? Solstice d'hiver. On commence au solstice d'hiver. C'est ce que Thieffry a fait. C'est le mois de janvier en quelque sorte. Il a commencé le 1 au solstice d'hiver. Oui, c'est-à-dire cohérent, oui. Voilà. Et donc ils ont déroulé le cercle orienté, comme j'appelle ça, moi. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment très... les images coïncident vraiment au solstice, à mon avis, vraiment bien. Par exemple, la première image, l'obstacle. L'obstacle, c'est le solstice d'hiver, l'obstacle. Ouais. Donc c'est là qu'on est obligé de revenir en arrière, hein, c'est ça. Voilà, l'obstacle, c'est un peu le Père Noël. Ah oui, c'est le mois de 25. Ah, c'est un peu le Père Noël, c'est-à-dire qu'on voit un homme arrêté dans un intérieur, enfermé dans le noir, voilà. Et ça, c'est vous qui l'avez fait, ça? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais ça correspond vraiment à la logique du... Ça correspond à quelqu'un qui est arrêté, le pied bloqué dans une maison fermée dans le noir, voilà. Et donc le chinois même d'aujourd'hui, en tout cas du siècle du 19e siècle, ça lui évoquait vraiment ça. Pour lui, ça veut dire obstacle, ça veut dire arrêt, obstacle. Et là, qu'est-ce que ça représente? Et donc, l'énergie est arrêtée, c'est le solstice d'hiver. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça représente, cette image? Un petit homme qui va rencontrer une espèce de figure assez monstrueuse. Ah oui, c'est ça, oui. Qui lui fait peur un petit peu. Féminine, d'ailleurs, j'ai l'impression. Oh, masculine, quand même. Le grand homme, on appelle ça. Le grand homme. Donc, entrevue avec le grand homme, donc on peut appeler ça le Père Noël, vous voyez. On peut appeler ça le Père Noël. Vous proposez donc tout simplement d'utiliser ce système, on regarde à partir de la date de naissance, voilà. On a un hexagramme qui s'offre à nous. Et vous avez immédiatement après l'arrêt, vous voyez, l'arrêt. Et donc, oui, c'est ça, c'est la continuité. Alors que l'individu s'est arrêté, bloqué dans un intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en méditation, il se regarde. Oui, d'accord. Alors dans le texte, il va regarder tout son corps. Il va regarder son dos. Il va regarder son dos, en particulier son dos.
Et donc, la calligraphie, c'est un homme qui se regarde de haut en bas. Et Donc vous avez pris la peine d'apprendre cette langue, enfin, ben, j'ai épluché tout ça, effectivement. Et oui. j'ai approché le chinois, j'ai approché le texte du Yiking. Et donc pouvez-vous nous dire plus complète, quelle est la substance de cet ouvrage assez important? Alors ça, c'est le texte d'origine du... C'est le texte d'origine du Yiking. C'est-à-dire que j'ai simplement essayé de relier à l'astrologie, au parcours astrologique occidental, voilà. Le Capricorne, les signes occidentaux, etc. Donc on a parlé effectivement un peu de la relation entre les deux, et puis avec une espèce de travail aussi sur les symboles, les symboles qui apparaissent, recadrer les symboles en lien avec l'astrologie et en lien avec les organes, puisque... Donc ça va plus loin que ce qu'a fait Thieffry quelque part? Ah oui, c'est pas du tout... Thieffry n'a pas fait du tout le texte. Il a fait un résumé, un peu comme j'ai fait dans mon livre illustré, il a fait un résumé avec des illustrations, c'est tout ce qu'il a fait. Là, il y a un travail sur le texte, en profondeur sur le texte, avec effectivement le... Vous êtes un commentateur quelque part. On va dire oui, j'ai fait une exégèse, allez, on va dire le mot, on va dire le grand mot. Le commentateur qui vise justement à apporter de la cohérence et de l'harmonie. Voilà, j'ai essayé de... Parce qu'il n'en a pas forcément. Voilà. Avec Thieffry, il n'y avait pas d'explication, de texte. Il n'y avait pas de travail d'harmonisation. Il n'y avait pas de texte, il y avait juste des images, c'est tout. On pouvait quand même s'en servir. On pouvait s'en servir sans trop approfondir, hein, quand même. Hein. C'était pas... On revient à la même question. On pouvait approfondir à condition de faire un travail... avec l'astrologie. Non, avec soi-même, avec la psychologie, avec n'importe quoi. Toute personne est capable d'intégrer... Tout être... Moi, je pense que l'être humain a une grande capacité d'intégration, d'information. Oui, mais alors, il ne pouvait pas beaucoup approcher l'esprit chinois, la langue chinoise, il ne pouvait pas approcher tout ça. Il n'a pas expliqué la calligraphie, il n'a pas expliqué des calligraphies, il n'a pas expliqué tout ça. Donc là moi, j'ai une explication des calligraphies, une explication des symboles et surtout l'explication des enchaînements. Oui, c'est ça qui est... Oui, c'est le travail du commentateur. Moi, ceci dit, c'est pas du tout... Finalement, peut-être, est-ce que d'autres personnes l'avaient fait avant vous? Non, en France, non. Non, mais en dehors de la France. Depuis que le Yiking existe, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de montrer à quel point les hexagrammes s'enchaînaient? Non, je n'ai pas connaissance de ça. Pas connaissance de ça. Non, ils sont très dans le canonique, c'est-à-dire qu'ils considèrent le canonique comme un livre sacré, c'est-à-dire... les hexagrammes enchaînés 2 à 2, hein, c'est-à-dire le 1 avec le 2, etc. Voilà. Oui, c'est la base même de la construction du Yiking. Oui, c'est ça. Et vous travaillez plutôt sur des manifestations plus complexes. Moi, je travaille sur l'enchaînement et le texte en montrant qu'il y a vraiment un enchaînement intéressant. Et l'enchaînement entre celui qui précède et celui qui suit. Voilà. Vous ne vous intéressez pas à l'enchaînement global. Et je m'intéresse aussi aux oppositions. Oui. Voilà. C'est-à-dire que dans le cercle, il y a toujours des oppositions, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. Ça permet finalement d'exploiter au fond la pensée chinoise en profondeur, la pensée d'équilibration. Pour moi, c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est ça. Cette pensée capable de nous faire rencontrer avec notre double, notre opposé. Voilà. Donc chaque fois, vous présentez Thieffry. Oui, je prends référence à Thieffry. Puisque c'est lui qui a été celui qui a inauguré le parcours, on va dire, le parcours du Tao, hein, puisque c'est ça. Donc, c'est quand même pas lui qui a inventé les hexagrammes. Ah non, du tout. Donc, oui. Mais il les nomme un peu différemment. Ah oui, j'ai repris un petit peu sa dénomination. Voilà, donc... Vous-même, vous donnez des consultations, je n'ai pas très bien compris, par rapport à l'astrologie, par rapport au Yiking. Je pratique simplement. Mais vous avez vu les gens s'en servir de tout ça? J'ai pas compris très bien. Les gens
essaient de comprendre, oui, ce qui peut être un éclairage sur leur... En tout cas, ce qui est évident, c'est que... Sur la psychologie aussi, hein, parce que je pense que en fin de compte, on a un hexagramme. Chacun d'entre nous a un hexagramme qui correspond à plusieurs. Quels sont les différents la Lune, le Soleil et l'ascendant. Voilà, c'est ça. Donc on a 3 hexagrammes. Au moins 3. Qui correspondent aux positions... Votre nœud sud aussi, votre nœud sud. Position de la Lune, de Soleil, de l'ascendant et de nord, sud. votre nœud nord. Ah aussi, oui, ça fait 5. Vous pouvez travailler sur 5 oui. potentialités. D'accord. Et ensuite, vous travaillez déjà ces fameuses potentialités. Donc vous alignez ces 5 hexagrammes. Ce que j'appelle des trésors. Ça fait une sorte de thème, en fin de compte. Ce que j'appelle des trésors. Voilà. Oui, des trésors. Je reprends le mot taoïste, les trésors, les 3 trésors. Donc, et vous essayez de voir comment ça vous interpelle personnellement. C'est ça. En fait, c'est une clé pour comprendre votre vie, votre personne. Donc, ça, vous voyez bien qu'on passe là de l'abstraction générale, on passe de l'abstraction de l'image et du texte à une confrontation avec notre propre vécu, notre propre devenir. Alors après, après le vécu, ça va transformer tout ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des passages des nœuds, il va y avoir, comme vous le savez, en tant qu'astrologue, mais... Oui, mais les gens, par exemple, vous prenez quelqu'un qui a 35 ans ou 40 ans, il se connaît à travers, justement, tout ce qui lui est arrivé. Oui. Il n'a pas un rapport direct avec ce qu'il aurait pu être au départ. Mais il reste en vibration très très forte avec ça, puisque c'est vrai que c'est fondateur, c'est extrêmement fondateur. Et ça peut être très bloquant s'il y a effectivement un Saturne, s'il y a une planète marquante, quelque chose de très fort sur l'ascendant, sur le Soleil, ça va être extrêmement puissant. Donc là, plus ça va être puissant, plus ça va être à travailler. C'est une sorte de mandala, quelque chose. Voilà, c'est ça. Il faut recentrer le mandala. Il faut retrouver déjà l'autre, le complément, l'autre, l'ombre de sa propre, comme on disait tout de suite, l'ombre de sa propre lumière reçue, et travailler derrière ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous avez une ouverture Je pense qu'il y a une ouverture qui se fait dans l'être. Donc finalement, c'est quand même d'un usage tout à fait différent que celui de l'astrologie, parce que celui de l'astrologie, vous avez quelque chose de déjà beaucoup plus... à moins que vous considérez que c'est déjà de l'astrologie, je ne sais pas, à la limite, vous reformulez certaines positions planétaires dans ce langage du Viking, mais malgré tout, c'est relativement plus simple comme problématique que celle de l'astrologie. D'ailleurs, le Viking ne permet pas de faire des prévisions. Non, il permet d'approcher votre fonctionnement mental, physique. Donc déjà, le fonctionnement mental tel qu'il est devenu. Tel qu'il est fondé. Oui, mais je veux dire qu'il n'est pas forcément... finalement, nous... bon, alors... Si vous êtes Sagittaire, vous êtes fondé avec un certain nombre de potentialités précises qui vont être votre référence fondamentale. Voilà, c'est ça. Donc on n'est pas tout seul à être Sagittaire, on est d'accord là-dessus. Non, bien sûr que non. Donc là, c'est réducteur, on est d'accord là-dessus. C'est abstrait, c'est réducteur. C'est réducteur, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Non, mais ça montre bien que c'est ça. Donc d'un côté, vous êtes complètement d'accord là-dessus, que le fait d'un certain signe, c'est significatif, un certain hexagramme, c'est significatif, mais en même temps, vous avez une culture astrologique qui vous amène à être tenté par une autre stratégie, qui est une astrologie beaucoup plus complexe. C'est ça qui ressort dans notre entretien. Vous savez que l'acupuncture, les points fondamentaux de l'acupuncture, c'est les 5 planètes. Ben voilà. Les points clés de chaque méridien, c'est 5 planètes. Saturne, Jupiter, Mercure, Vénus, Mars. Donc vous avez en permanence la relation à un organe, et puis la relation à une vibration perturbée. Enfin, je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, mais si, je l'aime. Moi j'aime bien le mot perturbation. Absolument, on reconnaît qu'il vient en dialectique avec le modèle. Il va enrichir l'image, c'est-à-dire que Saturne va modifier l'image quand même. Modifier l'image. Voilà, c'est assez complexe. Oui. C'est assez complexe quand même. À partir du moment où vous introduisez une image, une énergie, celle de Saturne par exemple, qui va interférer avec cette énergie, ça va forcément approfondir, si c'est Saturne, peut-être l'image, l'amplifier si c'est Jupiter, vous voyez. L'amplifier dans l'expression, si c'est dans Mars, ça va amplifier aussi, forcément. L'interférence
Donc, attendez, comment ça se place l'interférence? Vous avez employé ce mot-là. Comment ça se place l'interférence? Ça, c'est quoi qu'est-ce qui vient interférer avec quoi? Je n'ai pas compris. Si une planète arrive sur cette image, ah oui, là, elle va interférer. Elle va ou approfondir. Elle va transiter sur cette image. Dans l'introspection. Qui est à vos degrés sensibles. Oui. Donc, si par exemple, par rapport à Saturne, bon, le cycle de Saturne va vous faire vivre cette image, forcément vous allez vivre cette image selon Saturne. Oui, selon Saturne. Donc voilà. Vous allez intérioriser l'image. Jupiter va peut-être vous la projeter beaucoup plus. Donc la même image va être vécue diversement. Complètement différemment. Selon les moments de l'année, de la vie. Voilà. Selon les moments du cycle des planètes. Donc voilà, donc vous étudiez les transits par certains, ou les directions, oui, les transits des planètes sur ces 5 points. Voilà. Et ça va effectivement faire évoluer l'image. Donc il va être encore plus chargé, à un certain moment il va être chargé de tel ou tel type d'énergie. Bon, donc par exemple ça va aboutir à un organe, la rate. Donc vous allez avoir, en tant que médecin, vous allez travailler la rate. Voilà. Donc toute la vie, ça c'est évident. Donc là après, le changement qui va interférer va, bon évidemment la mutation de Saturne va aggraver, je dirais, le système, suivant qu'il y a un carré, suivant qu'il y a un carré ou une opposition, par exemple, ou un retour de Saturne. On va avoir un alourdissement de cette force de l'image. Oui. Mais alors, justement, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie médicale? Alors, à vous entendre, on peut... Après, il y a des traitements. Après, l'astrologie médicale, ça veut dire traitement. Voilà, traitement. Alors, le traitement, il faut déjà connaître... C'est ça, justement, la différence entre... L'astrologue ne peut que diagnostiquer, mais il ne peut pas faire le traitement, c'est ça? Voilà. Ah, vous pouvez faire le traitement parce que les mots sont importants. Oui, c'est ça. L'intérêt d'avoir les bons mots. Voilà, il dit que parfois il y a des astrologues qui disent qu'il suffit de dire les choses pour que ça joue. Il y a les mots, il y a la prise de conscience, il y a la programmation du cerveau par rapport à cette prise de conscience. Il y a un traitement à base de plantes, il y a un traitement psychologique, il y a un traitement chimique éventuellement, il y a des traitements à différents niveaux. Mais on pourrait dire d'une certaine manière, par ces différents modes de diagnostic, vous arrivez à localiser où est le problème. Oui. C'est la grande hantise. Justement, je vais vous poser une question peut-être plus générale. Est-ce que justement ça ne vient pas du fait que le médecin a parfois des difficultés à localiser la source du mal? Vous allez me dire, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui dans la médecine moderne, puisqu'on a des imageries d'un type beaucoup plus... Aujourd'hui, le diagnostic il n'y a plus de problème de diagnostic maintenant aujourd'hui? Le problème, c'est que... Je peux voir un médecin, il peut me dire immédiatement, enfin pas médecin, c'est même pas un médecin, c'est des appareils, c'est un spécialiste. Les appareils. L'appareil va vous dire quel est vraiment l'endroit qui va mal. Oui, on va diagnostiquer, mais alors le problème... Il y a encore des gens qui se plaignent qu'on n'a pas bien diagnostiqué leurs problèmes, qu'on n'a pas vu, et que grâce à l'astrologie, on a pu voir ce qu'on n'avait pas vu par la médecine. Disons que la médecine chinoise met en relation, par exemple, l'intestin avec le problème ORL, par exemple, ou l'estomac avec les problèmes ORL, ce qui est extrêmement rare dans la pratique occidentale. Oui. Sauf certains médecins qui vont vous mettre votre sinusite en relation avec votre estomac, mais ils sont rares. Enfin, certains médecins. J'aimerais bien parler un peu plus avec vous de cette question-là, parce que justement, pas plus tard que samedi dernier, on était à Reims, il y avait un médecin, il y avait un médecin dans le groupe en question. Et je me suis posé la question suivante, est-ce que la médecine permet vraiment de valider l'astrologie, ou est-ce que, si vous avez par exemple, quand les astrologues disent oui, il suffit de respecter les règles de l'astrologie pour savoir quel est l'organe du corps qui est affecté, etc. Ça paraît trop beau, hein, ça paraît très beau. Et je me suis posé la question... Il faut être fort. Non mais genre si Mars est dans le signe du lion, il y a forcément un problème de cœur, des trucs comme ça. Bon. Est-ce que c'est aussi évident que ça? Ou est-ce que, c'est une question que je me suis posée justement en écoutant assez récemment, parce que moi j'ai fait toute une série de colloques, est-ce que parfois finalement plusieurs diagnostics sont possibles par rapport à une maladie, par rapport à un problème? Tout à fait, parce que le signe du lion, c'est pas que le cœur, le signe du lion, c'est tout le système nerveux sympathique. Oui.
Donc avec un Mars en Lion mal placé, vous pouvez vous aggraver au niveau du cœur, mais vous pouvez vous aggraver au niveau de l'estomac, au niveau de... Non, mais ma question était plus générale, c'était de savoir si véritablement plusieurs diagnostics sont possibles. Je veux dire, oublions l'astrologie. Quand quelqu'un vient voir un médecin, est-ce qu'il y a plusieurs façons d'aborder son mal en quelque sorte? Et de dire, bon à la limite, je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible, par exemple, de dire oui, c'est peut-être de ce côté-là que vous avez un problème, et puis une autre personne va dire non, c'est plutôt ailleurs, et finalement, on ne peut pas absolument trancher. Non, parce que c'est une hypothèse que je soumets, parce que je me dis, ça permettrait d'expliquer pourquoi, au fond, avec un peu de bonne volonté, on peut quand même arriver à dire que c'est bien là que le problème se pose. En psychologie, on se aperçoit quand même qu'on peut dire... Enfin, il semblerait qu'on puisse parler moins librement en psychologie qu'en médecine. Par exemple, en psychologie, vous dites à quelqu'un, vous avez tel problème, ça vient de tel autre problème, bon ça c'est relativement, on peut dire à peu près n'importe quoi. Mais en médecine, je pense qu'il y a même une certaine liberté de manœuvre. C'est pas aussi carré que ça. Une liberté de manœuvre. C'est-à-dire qu'on peut voir les choses, on peut voir les choses. Il y a plusieurs façons de voir les choses et chaque façon pourrait éventuellement faire sens. C'est une question que je me pose, parce que je me dis... La réponse est complexe. J'essaie de comprendre, parce que moi ça me gêne quand les gens me disent en médecine c'est carré, voilà, on dit ça, ça peut être que ça, bon. C'est vrai que c'est plus carré, c'est plus précis qu'une orientation astrologique, c'est évident. Parce que la rate, si on parle de rate, on va parler aussi bien... de toute façon, en Chine, on va parler de la rate pancréas, donc on va parler aussi du pancréas, on va parler de l'estomac, on va parler aussi des organes lymphatiques, on va parler des ganglions, on va parler éventuellement de la moelle, on va parler du système immunitaire, on va parler de l'image immunitaire au niveau du cerveau. Vous voyez, la rate, c'est énormément de choses. Oui, on va parler de l'utérus, si on parle d'une femme, on va parler de la rate. Oui, voilà. Donc on va parler de tout un système je dirais, d'identification, quand on parle de la d'identification personnelle. Donc qu'est-ce que ça va toucher si Saturne passe dans sur votre verso, par exemple? Ça va effectivement toucher la rate, mais à quel niveau, ça c'est pas évident. La réponse de l'acupuncteur va être toujours la même. On va faire 1 point, 2 points, 3 points concernant la rate. Si vous touchez le système lié au lion, c'est-à-dire le triple réchauffeur, vous allez toucher aussi bien des problèmes de névralgie faciale que des problèmes de bourdonnement d'oreille, que des problèmes de palpitations. Vous avez tout un système. Là aussi, ça va être à différents niveaux, ça va toucher l'individu. Et au niveau mental aussi. Vous avez des grands nerveux, des insomniaques par exemple, qui vont être lions. Voilà. Je peux poser une question. Est-ce qu'éventuellement, bon, moi je sais pas, moi je connais pas bien l'acupuncture, mais je crois qu'il y a que parmi les acupunctures, il y en a plus qui s'intéressent à l'astrologie que dans d'autres domaines éventuellement. Oui, peut-être un peu, oui. Bon. Et est-ce que ça ne vient pas du fait que justement l'acupuncture, bon, il s'agit de quoi? Il s'agit d'agir sur tel et tel canal ou énergie. Oui. Et en fin de compte, à la limite, c'est pas d'une rigueur absolue. Enfin, je veux dire, à la limite, on peut très bien être inspiré à agir d'une certaine manière, qui marchera peut-être aussi bien qu'une autre manière, parce que c'est pas d'une rigueur absolue. Voilà, donc là, un médecin acupuncteur qui me dit qu'il a vérifié par son métier l'astrologie, notamment l'homme zodiaque, là, vous savez, la correspondance, c'est pas concluant absolument. Il faudrait faire des études, à mon avis, un peu très poussées. Oui, voilà. À votre avis, qu'est-ce qui a amené les médecins pendant au moins 2 ou 3 siècles à se débarrasser de cette astrologie qui les avait un petit peu envahis, à votre avis, monsieur Guénieux? C'est quand même important de savoir est-ce que vous avez... La Révolution française, Napoléon Ier, la Révolution française, voilà. Il s'est passé destruction de tout ce qui pouvait toucher le ciel, voilà, tout ce qui pouvait toucher le ciel de manière ou d'une autre. Et surtout, alors les cycles, la cyclologie, la numérologie, les tireurs de cartes, tout ça, c'était banni de la science naissante, qui naissait à l'époque.
Donc c'est vrai que l'astrologie avait cette connotation extrêmement obscurantiste. Oui, mais enfin, malgré tout... Et d'ailleurs, bon, elle l'a peut-être toujours. On peut inverser les choses en disant qu'est-ce qui a fait que les médecins de la Renaissance étaient si attachés à l'astrologie? Quel apport il y a? Il y avait un lien à la philosophie à l'époque, je pense. La médecine s'est coupée de la philosophie et est devenue une discipline à part entière. Donc, une discipline scientifique, de même qu'on mesurait les espèces, on étudiait les espèces vivantes, on s'est mis à étudier les organes, on s'est mis à étudier les cellules, on s'est mis à étudier le monde vivant en son ensemble, à répertorier. C'est une espèce de répertoire encyclopédique quoi, qui s'est passé d'ailleurs à ce moment-là, hein, avant la Révolution française, Diderot et compagnie. Une petite parenthèse, vous avez connu, c'est pas vous qui m'avez dit que vous avez connu un astrologue au Havre. Oui, j'ai vu quelqu'un qui fait de l'astrologie qui m'a dit tu ne pourras pas pratiquer la... C'est pas monsieur Michel Louis? Oui, j'ai connu. Moi, j'étais venu, la première fois que je suis venu au Havre, c'était pour rencontrer Michel Louis. J'ai connu, mais c'était un autre que lui. Effectivement, je l'ai connu. Comment un autre que lui? Qui m'a Ah oui, vous l'avez connu orienté. Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'il faisait des cours dans le quartier latin. Oui, dans un hôtel qui est près du Tour. Je parlais de lui hier, justement, avec quelqu'un de sa famille. Ah oui. Au Havre. Effectivement, c'était un homme très féru d'astrologie. Il s'était fait respecter dans les années 1879-80. Il était très actif, très présent. Ouais, absolument. Ouais, je l'ai invité à plusieurs colloques. Ah oui, d'accord. Voilà, vous étiez bien représenté par monsieur. C'était quelqu'un de pointu. Je vais régler, ça va changer. Oui, bien sûr. Combien? Ça fait 6 euros. Attendez, c'est moi qui vous l'offre. Oh là là. Vous payez par carte bancaire. Est-ce que j'ai 2 euros? Non, j'ai pas 2 euros. Voilà, non, bah tenez, tenez. Merci. Voilà, donc c'est vrai que cet homme était très intéressant, mais bon, je n'ai pas fréquenté beaucoup. Grand pédagogue, oui. Je connaissais aussi sur son côté amateur d'art, mécène, il s'intéressait aux artistes aussi. Peut-être, oui, il avait créé une association qui avait un nom, je me souviens très bien. Je crois qu'il était il était aussi dans la question bancaire, Peut-être. Migraine, c'est le vrai nom. Michel. Louis Michel. Michel, il était, dans le milieu historique, il était connu sous le nom de Michel Louis, mais son vrai nom c'était Migraine. Enfin, on évoque, c'est intéressant de l'évoquer. Donc oui, on était au Havre en notre absence, là, donc il y a une dizaine de jours. Vous avez abordé pas mal de... Monsieur Cochery, Madame Fleck, Madame... c'est vaste l'astrologie, donc ça vous fait... Non, j'essaie d'imaginer, c'est amusant, j'essaie d'imaginer ce serait donné si vous étiez venu. Parce que ça, automatiquement, ça change les rapports, ça change le mode de fonctionnement. Je pense que c'est pas lui, parce que c'est un monde d'image, moi je trouve. C'est un monde d'image. Dans le monde de l'astrologie, on est plus dans le... Enfin, paradoxalement, il y a une dame de Lisieux qui est venue à... Une dame de Lisieux qui est venue au Havre, justement, cette fois-ci, qui a parlé du Viking. Donc, j'aurais pu communiquer avec elle. Mais ce mot image, pour moi, une image, c'est comme un mot. Hein. C'est-à-dire que il y en a un nombre limité, c'est toujours la gageure. Comment peut-on expliquer le monde avec une telle économie de moyens? C'est l'art des Chinois. L'art des Chinois, c'était ça. Mais c'était un art scientifique chez eux. Et la science est aussi économique. C'est une réduction. Imaginez ça. Imaginez réduire la solidarité à 2 hommes qui marchent. Imaginez ça. Réduire la... Oui. Voilà. Mais en même temps, vous dites ça, vous confrontez une personne à ça, elle va forcément projeter ce qui fait partie de sa vie à elle. Oui, mais cette image étant le résumé scientifique de cette approche de l'homme, vous ne pouvez pas éviter cette image. Si vous parlez du signe du Verseau, vous ne pouvez pas éviter cette image d'identification. C'est ça la force de la pensée chinoise. Qu'est-ce que vous entendez par éviter? Si on ne lui montre pas l'image, elle ne va pas l'inventer. Mais vous allez l'exprimer cette image dans votre vécu. Quelqu'un qui va être né à ce moment-là, il va exprimer cette image-là. Et à travers cette expression, il va exprimer un fonctionnement d'organe. C'est-à-dire la rate. La rate a pour fonction de reconnaître, de se reconnaître soi. Et donc, c'est bien. Comment se reconnaît-on soi? Là, on rentre dans un monde qui est du domaine de la psychanalyse. Vous avez besoin d'une reconnaissance, vous avez besoin d'un modèle.
Vous avez besoin d'un modèle. Vous vous modélisez. Dans votre corps aujourd'hui, le fonctionnement de la rade essentiel, c'est de vous modéliser, de vous faire traverser le temps sans vous disperser, sans vous exploser, sans vous détruire avec la pathologie infectieuse, par exemple. Et la force de cet organe, c'est de vous modéliser, de vous faire vibrer comme si vous aviez un double intérieur qui vous reprogrammait en permanence. Et c'est votre rate. Et votre rate est liée à votre cerveau. Elle vous reprogramme en permanence comme vous vous reproduisez en permanence. C'est pour ça que la rate est associée à l'utérus, parce que l'utérus est un organe de reproduction. Et cette image-là, cette image de reproduction, de reprogrammation, est donc une image inévitable dans notre esprit. Inévitable. Et on en fait quelque chose de très simple dans le langage chinois. Moi, j'ai voulu en faire une image aussi simple, qui ne soit pas chinoise, mais qui donne bien quelque chose de fondamental dans notre corps. Alors ça, c'est du domaine de l'énergie. C'est du domaine, ça va bien plus loin que l'astrologie. Ça va dans le fondement archétypiel. C'est pour ça que là, je rejoins Jung. C'est un modèle vraiment profond dans notre esprit. Non seulement dans notre esprit, mais dans notre corps. Les deux sont inséparables. En chinois, on ne peut pas séparer le mental, le spirituel du physique. Et je voudrais j'aimerais quand même revenir sur votre itinéraire par rapport à l'astrologie. Parce que par exemple, l'astrologie, elle vient un petit peu, je ne vais pas dire parasiter, mais elle vient interférer avec vos autres formations médicales, etc. Comment vous avez commencé l'astrologie, M. Guény? Disons que dans l'acupuncture, vous avez un lien avec les cycles. Oui. L'acupuncture est censée être enseignée avec des liens précis au cycle du temps. Jupiter, Saturne, etc. Et donc si vous voulez pratiquer vraiment la connaissance des saisons, etc., il y a tout un chapitre dans l'acupuncture où vous êtes tenu de connaître ça. Et donc des abacs ont été élaborés par les vieux médecins chinois depuis des siècles et des siècles. Qui n'ont pas de rapport direct avec l'astronomie en fait. Qui ont un rapport avec l'astronomie. Mais qui, étant donné qu'ils n'avaient pas d'appareil, de computer, d'ordinateur, il suffit de regarder ces abacs pour rapidement comprendre qu'elles sont assez fausses. Voilà. Donc celui qui pratique ça avec des abacs datant d'il y a 100 ans, il va forcément être complètement dans l'erreur. Donc moi c'est comme ça que je me suis acheté un logiciel d'astrologie et que je savais où était Jupiter à un moment précis, donc je suis sorti des abacs. Voilà. Vous les avez réactualisés. Je les ai réactualisés. Alors mon discours vis-à-vis des acupuncteurs, c'est ça, c'est d'utiliser un ordinateur avec les références exactes scientifiques des positions astrales. Et à ce moment-là, on a une ouverture à la pathologie, à la maîtrise de cette réalité des cycles. Ah, vous n'en parlez pas dans vos livres de cet aspect? Oui, j'en parle un petit peu, mais très peu. Un petit peu. De recadrer l'astrologie chinoise par rapport aux données astronomiques. J'ai contrôlé par exemple les écrits de Shaoyang, le fameux Shaoyang de l'an 1000. Il avait fait des études concernant les éclipses, Jupiter, Saturne, la Lune, le Soleil. Mais quand on regardait ces études, elles étaient fausses. Oui, parce qu'elles ne correspondaient plus à la qualité. Mais non seulement pas la qualité, à l'époque, la prévision n'était même pas vraie. Ben oui, il avait des moyens très limités. On ne connaissait pas les vrais cycles planétaires. Oui, puis il avait des moyens limités de les structurer. Il avait une manière peut-être numérologique très très limitante. Pour lui, Jupiter, c'était 12 ans, point final. Point final, vous voyez? Oui. Enfin, c'est comme ça que je me suis mis à la réalité de l'astrologie. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, un transit de Jupiter, c'était extrêmement important. Je me suis dit, j'ai peut-être pas la connaissance exacte des cycles, des cycles astrologiques comme un astrologue peut l'avoir pur et dur, on va dire, mais n'empêche que moi, je le pratique en permanence, parce que quand Saturne rentre dans un signe, on va avoir des pathologies qui changent. C'est-à-dire qu'on va avoir des séries, qu'on appelle en médecine des séries. C'est-à-dire que vous allez avoir des séries de Saturne en Lion, des séries de Saturne en Vierge, des séries de Saturne en Balance, et vous allez avoir des pathologies qui vont arriver à ce moment-là. Vous voyez. Oui, en fin de compte, en vous écoutant, c'est assez simple. Je m'aperçois que, en fait,
pour vous, l'astrologie représente véritablement les facteurs de perturbation ou de modification du cours normal des choses. Vous avez une vision très particulière de l'astrologie, parce que justement, comme vous avez un parcours par ailleurs, alors, pour vous, l'astrologie, c'est ce qui vient vous informer des modifications qui peuvent affecter l'image correspondant au mois de l'année, parce qu'en fait, quelque part, le calendrier annuel, c'est pas encore de l'astrologie. C'est pas encore complètement de l'astrologie. Le soleil et lune, c'est pas encore complètement de l'astrologie. Donc, c'est de la psycho-énergétique, on va dire. Donc, ce qui m'intéresse, vous, c'est d'utiliser l'astrologie comme un élément qui va vous renseigner sur une forme de pathologie ou de perturbation ou d'interférence. C'est ça, c'est ça. Ce qui est une utilisation très, très particulière de l'astrologie. Tout en sachant que l'individu est quand même sculpté par sa naissance. Oui. C'est-à-dire que là, quand vous avez Saturne à tel endroit, à votre naissance, sur telle image du Yiking, ce qui vous donne une représentation de votre fonctionnement mental, physique, vous savez bien qu'à ce moment-là, cette image-là, elle est vraiment liée à vos ancêtres, liée à votre position familiale, liée à vos manques familiaux, à votre histoire familiale. Et ça c'est un donné évident. Oui. Après, effectivement, les ajouts de planètes dans ce système, très très bien décrit au départ, et très formateur de votre être, va effectivement amener des pathologies, va perturber effectivement ce système. Donc je suis dit pas dans le négatif, ça va perturber positivement aussi. Oui, enfin ce sont des éléments qui vont se rajouter. Alors que moi, c'est une dynamique, j'appelle ça une dynamique. Alors que effectivement, moi je défends plutôt l'approche exactement inverse. Ce sont les autres facteurs qui viennent se rajouter à l'astrologie, non pas l'astrologie qui vient se rajouter à ces autres facteurs. C'est-à-dire que par exemple le Yiking ne saurait constituer véritablement, enfin même ou le tarot ou je ne sais pas quoi. Vous voyez les choses exactement en symétrie. Ah bon, on est peut-être en symétrie astrologique, monsieur. Oui, on va dire en symétrie dans la mesure où qu'est-ce qui est l'élément de base et qu'est-ce qui vient interférer. C'est pas mon. Alors mon sujet, moi, c'est pas mon sujet. Si, parce que finalement vous parlez tout le temps de pathologie, de choses qui viennent interférer, perturber. Et je crois qu'en effet, c'est vrai qu'une des hantises des gens qui vont voir un astrologue, c'est pas uniquement ce qui est dans le cours normal des choses. Le type il ne va pas venir vous voir en disant est-ce que ce soir la nuit va tomber ou est-ce que dans 6 mois il y aura l'hiver, des choses comme ça. Il va se demander se demander qu'est-ce qui pourrait venir faire obstacle. Moi je lui parle beaucoup des éclipses parce que finalement je me suis aperçu que un des éléments qui me paraissait au départ mineur dans la vie des gens, les éclipses, au départ, je pensais que 10% des gens sont atteints par ces drôles de positions solinaires. Je me suis aperçu que effectivement, ça touchait beaucoup le fonctionnement énergétique. Et je pense que en travaillant les textes chinois, je me suis aperçu que c'est probablement ce qui fonde ce qu'ils appellent les merveilleux vaisseaux. C'est-à-dire les vaisseaux extraordinaires. C'est-à-dire que vous avez un système ordinaire qui tourne en permanence, et vous avez un système extraordinaire qui est surtout régenté par les nœuds de la Lune. Les nœuds de la Lune, les éclips. Cette dialectique de l'ordinaire et de l'extraordinaire, c'est exactement ce dont on parle en permanence ici. C'est ça. Il faut absolument avoir ça dans la tête. L'ordinaire et l'extraordinaire, c'est comme le normal et le pathologique. Voilà. Et alors, je pense quand même que j'ai écrit un autre livre qui est loin d'être sorti, mais qui est sur l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean est un traité d'astrologie des éclipses. C'est-à-dire qu'en fait, l'extraordinaire, c'est ce qui vous met en relation avec la mort et avec l'esprit pur, c'est-à-dire votre esprit. Et donc, ça explique effectivement là la dimension purement liée à la mort, liée à l'au-delà. Voilà, mais ça, c'est les éclipses. Donc, c'est la dimension extraordinaire. Les Chinois appelaient ça chevaucher le tigre. Les hindous aussi, d'ailleurs, chevaucher le tigre. C'est-à-dire chevaucher la mort, parce que le tigre, c'est l'emblème de l'Ouest. Et c'est l'emblème de l'automne et de la mort. Donc, chevaucher le tigre, ça veut dire chevaucher toutes ces forces qui nous emmènent vers l'au-delà. Ce sont les éclipses.
j'aimerais bien que vous parliez. Énormément de gens sont touchés par ça. Alors, votre point d'éclipse, effectivement, est un point aussi très intéressant. Très intéressant. Mais comment on calcule le point d'éclipse? C'est le point des nœuds Ah oui, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que si vous êtes très proche du faisceau écliptique à la naissance, vous allez forcément être très atteint par ça. Ben oui. Donc là, vous avez un rôle qui est lié à vos ancêtres très fort, etc. On a un lien familial qui est complètement différent, qui est extraordinaire. Et qui fait, comme disait notre interlocuteur tout à l'heure, sortir du temps, un petit peu. C'est-à-dire que vous êtes attiré en dehors du temps. Temps ordinaire, quoi, voilà. Justement, vous savez que une des maladies dont souffre l'astrologie, moi je pense que l'astrologie est malade un petit peu, c'est le passage du temps à l'espace. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, les cycles, normalement, on est dans l'astrologie, c'est une science du temps. Les portes des éclipses sont des portes, à mon avis, qui ouvrent à l'espace. C'est-à-dire des portes qui nous ouvrent à quelque chose qui n'est pas dans notre temps, qui est dans un temps autre. Par exemple, les 12 signes zodiacaux, c'est pas tellement une typologie de l'espace, c'est d'abord une succession de... Alors, il y a un temps ordinaire, il y a un phénomène temporel ordinaire, et dans les histoires de pathologies graves sont probablement liées aux éclipses zodiacaux. Comme on disait, ça tombe dessus, mais effectivement, ce qui tombe dessus, c'est effectivement l'éclipse. L'éclipse coupe l'individu en morceaux. C'est-à-dire que le fait, je dirais, le sein de sortir au niveau de son cérébral, de son spirituel, de le sortir vers un monde qui est au-delà du temps. Et à ce moment-là, il perd le contact avec la rate, la fameuse organe régulateur central, d'identification, comme on dit tout à l'heure, de reproduction, perd un petit peu de sa puissance, et à ce moment-là, les maladies explosent, aussi bien les maladies infectieuses, par exemple les pneumonies aiguës, par exemple, qui tuent les gens. Souvent, les pneumonies aiguës sont sur des passages écliptiques. Et toutes les maladies graves, le zona par exemple, moi j'ai fait une enquête sur le zona c'est tout le temps des éclipses. Donc l'herpès, vous l'avez en vous, et quand l'herpès explose en zona, vous détruit un œil par exemple, hein, bon voilà, ça, là vous êtes à 100%, c'est une éclipse. Absolument. Je suis assez... Et ça, c'est un travail là-dessus. Hein. J'avais 20 ans de boulot là-dessus. Hein. On va vous accorder le prix Nobel bientôt pour ça. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc énorme là-dessus. Et c'est un truc qui date de 3000 ans, ça. Hein. C'est pas... nous, on le sait. Enfin, j'ai appris à le savoir, à le reconnaître. Je pense que l'évangile de Jean et la vie du Christ est complètement centré là-dessus. Les Esséniens travaillent là-dessus. Les Esséniens travaillent là-dessus, mais il y a une espèce de, je dirais, on a fait l'impasse là-dessus parce que c'est la peur de la mort, la peur de la rupture et la non-explication. Alors je voulais vous demander... Ça c'est de l'ordinaire, j'ai publié ça parce que c'est de l'ordinaire. Ma question c'est... Oui, ben, l'ordinaire justement... Ça c'est de l'ordinaire, mais c'est très important. Pouvez-vous nous décrire... C'est une question un peu... je pense que vous rire. Pouvez-vous nous décrire quelle est la problématique du cycle en général? Comment vous voyez un cycle se développer? Est-ce que vous avez une théorie générale sur le cycle viking? Non, parce que pourquoi tous les cycles se ressemblent finalement. Alors le cycle, le retour... Il y a 36 façons d'en parler, mais c'est toujours le même cycle. Les Chinois, quand ils parlent de retour, c'est-à-dire ils parlent des grands moments de l'année, c'est-à-dire ils parlent de l'équinoxe de printemps. Et la grande croix, la croix finalement importante, la croix des équinoxes et des solstices, c'est chez les Chinois aussi importante que chez nous. Et donc les cycles au fond fonctionnent autour de cette croix. Oui. Avec un passage en équilibre, ce sont les équinoxes, et en excès, voilà. Un excès yin ou yang, oui. Donc sur les solstices. Vous voyez, ça, c'est la vieille connaissance. Mais quelle est la sagesse? Est-ce que l'Orient nous enseigne comment vivre au mieux ce phénomène cyclique? Ce cycle. Oui, il nous donne des clés dans le... Il nous donne en tout cas des... Il nous explique comment les choses suivent leur cours, c'est ça? Il nous donne des clés, je dirais, philosophiques, intellectuelles, pour comprendre et accepter quelque chose qui naît spontanément, quelque chose qui est en train de mourir, quelque chose qui germe, quelque chose qui donne son fruit, qui donne, voilà. Parce que le cycle c'est ça, hein, ce sont des histoires de germination, comme la nature,
Vous avez l'hiver, vous avez l'été, vous avez la récolte, vous avez, voilà. Dans chaque cycle, vous avez cette notion circulaire d'une entrée et d'une sortie par rapport au bélier, balance, capricorne, cancer. Donc ça, c'est vraiment le truc fondamental. Ça. Oui, mais enfin, c'est ça le cycle. Hein. Quel est le travail qui est nécessaire, M. Guéniou, pour justement revenir au point de départ, si on peut dire, pour boucler le cycle? Parce que, imaginons par exemple, bon voilà, donc on a un point de départ, et ça se développe, et puis après il faut revenir, il faut revenir. Alors donc là il y a un travail, c'est comme le solstice, nous avons un organe clé, tout le monde n'est pas égal dans ce domaine, nous avons un organe clé qui nous fait justement comprendre ça et promouvoir notre énergie, c'est le rein. Oui. Le rein sur lequel tout repose. Expliquez-nous. La volonté, la maîtrise de votre capital énergétique, la maîtrise de votre capital nerveux, adrénaline, noradrénaline, qui fait marcher votre cerveau. Donc aujourd'hui, on a des moyens modernes de contrôler votre adrénaline, votre sérotonine, votre noradrénaline. Mais on a aussi des moyens spirituels, des moyens des techniques d'économie de l'énergie, de déstress, de méditation, etc. Des techniques utilisées par les hindous aussi depuis des millénaires, des techniques de maîtrise de votre énergie. On ne peut pas sans arrêt lancer l'énergie n'importe comment, n'importe où. Mais est-ce que vous pensez... Ça, c'est une maîtrise qui permet de vivre un cycle à fond. C'est d'économiser votre énergie, hein, de mettre en mémoire et d'économiser. Ça, c'est le rein. Ça, c'est les reins. Mais et tout le monde n'est pas égal. Hein. Je peux vous dire que là, on est loin d'être égaux. Non, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous croyez qu'il y a un recommencement des choses ou est-ce que c'est plutôt une spirale? Enfin, parce que finalement, quelque part, quand un cycle se boucle, il devrait normalement évacuer tout ce qui a pu venir le perturber en cours de route. Il y a une sorte de purification, de retour à l'essentiel. Normalement, si purification, c'est la mort, le sacrifice. Ah bon, vous réagissez mal au mot purification, mais qu'est-ce que ça signifie que de redémarrer un nouveau cycle, Yves Guéniou? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça veut dire qu'on s'est purifié de ce qu'on a vécu dans le cycle précédent, qu'on a évacué, qu'on a pris de la distance par rapport à ce qu'on a pu ajouter dans le cycle précédent? Oui, on pourrait prendre une image des Chinois, qui est dans le Yiking d'ailleurs. C'est l'image d'un long cortège de blessés et de souffrances et de blessures, on va dire, de blessures. Oui. Donc être capable de visionner la vie comme un long cortège de blessés, de gens qui saignent et qui finalement, voilà, en fin de cycle, on peut penser comme ça. On peut penser qu'il faut qu'on visionne ça pour en même temps avoir un désir, le désir de recommencer, le désir de peut-être d'aider les autres, le désir d'accepter leur sacrifice aussi. Ce qui voudrait presque dire qu'on accepte le sien en même temps. Donc je pense que finir un cycle et commencer un autre, ça serait plutôt de cet ordre-là. D'où d'ailleurs toutes les stratégies de sacrificielles de nos ancêtres, de religions anciennes, qui effectivement, y compris en Chine, sacrifiaient des béliers, sacrifiaient des bœufs. Donc le sacrifice correspondrait à la fin d'un cycle ou au début d'un cycle? Je pense qu'ils sacrifiaient pour effectivement libérer. Je pense que c'était ça le fonctionnement. Mais alors donc c'était libéré pour se libérer de ce qu'on avait vécu? Oui, c'est ça. C'est libérer et accepter. Ouais. Exorciser. Accepter la souffrance, accepter l'échec, accepter la souffrance étant en quelque sorte peut-être la marque d'un échec. Oui, mais attendez, la souffrance après, mais c'est pour redémarrer quelque chose? Oui, justement, avec l'espoir de réutiliser les forces de la vie pour justement est-ce qu'on ne pourrait pas dire, aller de l'avant est-ce qu'on ne pourrait pas dire que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'évolution et l'involution. Enfin bon, c'est-à-dire qu'il y a les 6 premiers, la première moitié du cycle est une moitié où il y a beaucoup de choses qui viennent se rajouter. C'est ça. Donc et puis la deuxième moitié, c'est plus des choses qui viennent, qu'on est censé se délester. Oui. Ben, il y a une espèce de brutalité du sacrifice au départ, et je pense qu'après, effectivement, il y a un mouvement un peu plus complexe de prise de conscience de certaines choses dans la deuxième partie, effectivement, du cycle.
Mais effectivement, ce sont des choses comme ça qui sont intéressantes à comprendre et à... Est-ce que ça serait pas justement est-ce que la pathologie, ce ne serait pas justement une sorte d'enrichissement entre guillemets de la norme et se guérir, ce serait justement revenir à ce point de départ initial et originel, parce que finalement la pathologie elle vient complexifier notre processus. Là vous entrez dans quelque chose d'assez complexe là. Mais bon c'est... Non mais enfin je veux dire, si on doit inscrire la dynamique, la dialectique normale et pathologique dans la cyclicité, je pense quand même que la pathologie serait... vous savez que dès qu'on démarre un nouveau cycle, il y a une déperdition. Oui, non, mais tout à fait. Il y a une déperdition. Mais enfin, il y a une aide des ancêtres, il y a une aide génétique, c'est-à-dire que vous avez votre aspect physique qui est puissant au départ, une espèce de côté physique au départ qui est plus puissant. La conscientisation, si on prend les cycles du Viking, se fait quasiment dans le solstice, c'est-à-dire dans la position extrême du cycle. Et puis après, le début de la conscience va se faire dans le déclin. Vous voyez ? Alors en même temps, peut-être que c'est effectivement là qu'on purifie encore plus à un certain niveau. On purifie notre corps, effectivement, et on a besoin de purifier notre corps, ça c'est clair. Mais tout ça, c'est écrit dans la pensée chinoise. Et la pathologie est le fruit justement d'une non-capacité de purification. Donc de revenir à la norme, de revenir à la nudité. À ce moment-là, elle est renvoyée en arrière. La pathologie, c'est quelque chose qui nous habille en quelque sorte, c'est-à-dire qui nous différencie d'ailleurs. La pathologie est différenciatrice. Prise de conscience. La pathologie est une prise de conscience au fond, et peut-être justement un affinage de nos outils pour donner des réponses. Bon, et si effectivement les réponses ne sont pas données, on aboutit à une pathologie qui nous fait revenir à notre origine, mais nous fait revenir à travers la mort. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les malades sont différents. Tous. Donc on est beaucoup plus semblable. Dans ce cycle-là, on est beaucoup plus semblable quand on n'est pas malade que quand on est malade. Revenir à l'ordinarité. Non, on n'est jamais semblable. On est toujours différent. En tout cas, on est quand même plus semblable quand on est normal que quand on est anormal. On est apparemment semblable. Donc vous ne croyez pas que les êtres humains, une fois que, comme on dit, les grands esprits se rencontrent, vous ne croyez pas que les êtres humains, quand ils font un travail de purification, arrivent à se ressembler? C'est plutôt à ce moment-là qu'ils vont se ressembler, effectivement. Quand ils vont avoir fait leur purification. Voilà. Oui. Donc inversement, quand on n'est pas purifié, quand on est malade, quand on est perturbé, eh bien on est de plus en plus dans un isolement. Ils vont se différencier d'autant plus qu'ils sont effectivement dans la pathologie. Hein, c'est un peu ça. Ah oui. Mais on est différent quand même. Alors, d'où l'idée de péché originel, on est différent dès le départ. Vous voyez. Oui, mais enfin, moi, la différence, on la vit avec conscience à un moment donné, et on trouve des outils peut-être pour y répondre à un autre moment. Voilà, moi, je suis très sceptique sur cette notion de différence. Il y a beaucoup de psychologues aujourd'hui, comme l'autisme, je sais pas, bon, vous connaissez la question de l'autisme, on pense que l'autiste, c'est quelqu'un qui ne se réfère plus au monde autour de lui. Alors là, il a un problème de rate. Alors on pense beaucoup que c'est lié au vaccin. Puisque les vaccins sont censés perturber énormément le système immunitaire. Ah oui. Beaucoup à cause de l'autisme pourrait être un vaccin. Oui. Ah oui, c'est intéressant. Ça. Oui. Donc vous auriez une perturbation du système de reconnaissance. Ah oui. Mais justement, se reconnaître en l'autre, c'est aussi ça, je répète sur les mots, voilà. Mais se reconnaître en l'autre, c'est fondamental. Celui qui n'est plus capable de reconnaître en l'autre son image, ou ce qu'il pourrait devenir, parce que cette image est trop négative et trop perturbée, et il perd de repères et donc il est obligé de revenir vers lui-même et il n'est plus en mesure de se construire selon les normes sociales, il n'est plus dans le mimétisme. Il y a une sorte de cassure du mimétisme. Quand l'environnement est trop particulier ou trop... Alors là on rentre après dans un autre débat, le mimétisme, c'est autre chose encore, ça, c'est autre chose encore. Moi je crois que les gens se construisent par mimétisme. C'est pour ça que bon, vous avez l'air d'attacher beaucoup d'importance au fait que les gens, d'ailleurs je ne sais pas ce que vous avez dit, que les gens sont plutôt comme ceci, plutôt comme cela. Ah ben ils s'attirent, les contraires s'attirent, c'est-à-dire avec l'astrologie on a cette approche-là qui est assez importante, c'est que on a souvent des mariages spontanés entre des gens qui sont complètement en complémentarité. Oui, bien sûr. Hein, vous avez ça. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est un peu... Par exemple,
faisons notre examen de conscience, enfin faites votre examen de conscience. Pourquoi vous êtes plutôt comme ceci, plutôt comme cela? Vous croyez que c'était dans vos gènes, dans votre naissance, ou est-ce que c'est par hasard que vous avez refusé d'aller dans cette direction et que vous avez préféré aller dans une autre direction? Est-ce que ça n'est pas ça le processus cyclique, c'est de faire des choix arbitraires de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on suppose? Il y a une partie qui vient qui est liée à nos parents et une autre partie qui est liée à notre esprit. Donc, vous avez l'impression que vous prenez très au sérieux, trop au sérieux, ce que vous êtes devenu. Or le cycle, normalement, la purification, que ça n'est pas une façon justement d'évacuer les images que vous avez de vous-même, pour les changer. Mais il y a beaucoup d'astrologues, c'est-à-dire une maladie des astrologues, beaucoup d'astrologues ne vivent pas bien la cyclicité. Vous savez, moi je suis très méfiant à ce sujet. Beaucoup d'astrologues parlent de cyclicité, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis un petit peu énervé tout à l'heure, parce qu'en fin de compte, souvent cette cyclicité elle est mise en avant, on s'aperçoit qu'elle n'est pas assumée. C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit par exemple je suis comme ceci et c'est dans mon thème, on n'est pas dans la cyclicité, puisque ça veut dire que c'est quelque chose qui va durer toute notre vie. On a un enracinement, mais est-ce qu'on peut pas, est-ce que ce ne sont pas plutôt des habits, des choix qui ont été faits à un moment donné et sur lesquels on pourrait revenir quand le cycle est terminé? Quand est-il terminé? Il est terminé quand... Alors justement, si vous me demandez quand le cycle est terminé, c'est un autre Quel cycle? Voilà, quel cycle? Justement, le cycle des nœuds, le cycle de Saturne, le cycle... Voilà, c'est ça, parce que vous avez, étant donné que vous avez plusieurs... Voyez-vous, c'est intéressant votre réaction, parce que justement... il y en a un cycle qui se termine et l'autre cycle qui n'est pas terminé. Pour moi, c'est le cycle fondamental, c'est les nœuds de la Lune. Hein. Bon, alors dites-le, voilà, au moins c'est clair. C'est celui qui éclaire le plus la route. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est celui-là qui est... Voilà, c'est une réponse. Alors, redites-nous combien de temps dure ce cycle. C'est 19 ans. 19 ans. 19 ans. ans. Beaucoup, 19 ans. C'est écrit sur la main, vous voyez. Tout est écrit là. Pourquoi c'est marqué 19 ans? 19, 38, 54, 74. Oui. Les écarts, voilà, les écarts. Ah oui, d'accord. Alors le dernier cycle est intéressant parce que vous voyez l'écart entre les doigts là, vous pouvez faire en sorte que ce cycle soit 0, ce passage soit 0, qu'il soit très ouvert. Donc vous pouvez faire en sorte que vous viviez jusqu'à 120 ans, mettons. 120 ans. Bien écarté, ça fait 120 ans. Ah oui. Et ça c'est la Lune, ça d'après le pouce c'est la Lune. Donc si on suit votre raisonnement, tous les 19 ans, il y a Au fond, si vous intégrez bien votre Lune, c'est-à-dire votre mère, votre relation à la mère, au fond, vous, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, pour reprendre Jung, l'animus ou l'anima, mais la mère est toujours importante. Si vous intégrez bien votre mère, vous pouvez intégrer la Lune. Et en intégrant la Lune, vous passez les éclipses beaucoup mieux. Les éclipses ont moins d'importance, on va dire, puisque les éclipses, c'est la Lune qui éclipse le Soleil. Mais ce cycle des nœuds... C'est la Terre qui éclipse la Lune. Le cycle des nœuds, quand est-ce qu'il commence, le cycle des nœuds? Ah, mais il commence à la naissance, dès la naissance. Ah oui, vous voulez dire que c'est le point de départ, c'est le retour des nœuds sur votre position de naissance. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une solution, effectivement, qui est valable au niveau individuel, mais pas au niveau collectif. Oui. Qu'est-ce que vous pensez justement, Monsieur Guéniou, de l'astrologie mondiale? Ça vous a tenté? Ça m'intéresse, oui, mais bon, j'ai pas le temps de Non. Parce que là aussi, on a vraiment des questions de cycle. Je m'intéresse à la météo, moi, et les astres. Ah oui? C'est-à-dire que... Dites-nous ça, oui. Je pense que les Jupiter commandent beaucoup la chaleur ou pas, mais bon. C'est vrai que je pense que ça a un rôle assez net sur la météorologie. Et bon, après, les cycles des États, il faut connaître les États, il faut connaître les gens qui les dirigent, il faut connaître... Je crois qu'en fait, l'astrologie mondiale, il faut connaître tout ça, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En tout cas, l'astrologie mondiale permet... l'astrologie mondiale, au moins, c'est vrai ce que vous dites, mais d'un autre côté, en astrologie mondiale, on sait de quoi on parle. Oui. En astrologie individuelle, l'individu qu'on a en face de soi, on ne le connaît pas. Donc c'est insondable. On peut avoir c'est comme par exemple de téléphone. Oui, parce donc, que là, vraiment, moi je peux le rappeler. Hein, vous voulez qu'on le rappelle que voilà, donnez-nous quand même si on se revoit, donnez-nous quand même. On se reverra de toute façon. Oui, mais pourquoi pas on verra. Ici ou à Rouen, on verra. Vous qui êtes dans le rassemblement de toutes les... Oui, non mais ça va se produire. Mais en attendant, essayons de conclure un peu. Vous êtes dans le rassemblement, vous, hein.
Mais le rassemblement, ça implique... Ça, c'est votre justement- archétype, ça, non? Le rassemblement, ça implique aussi d'enlever un peu les idiosyncrasies des uns et des autres pour Ah, les retrouver... vôtres d'abord, peut-être. Parce que Comment? quand on dit les autres, c'est souvent soi. Non, mais je veux dire que arriver à dire les choses d'une manière qui soit... Vous voulez ça, vous voudriez ça, vous, hein? C'est ça. De manière... de manière à ce que on arrive à des orientations communes. Moi, je suis pour la purification, effectivement. Je suis pour la purification. Oui. Je pense que l'individu doit prendre conscience que s'il a fait certains choix à un certain moment, il pourra en faire d'autres, que tout est ouvert. Ce qui d'ailleurs facilite le travail de l'astrologue, parce qu'en fin de compte, l'astrologue, quand il dit quelque chose à quelqu'un, ça fait forcément sens à cette personne, puisque c'est un être humain. Et l'être humain est porteur de tout ce qui est dans la nature humaine. Donc tout ce qu'il peut raconter à un client, forcément, peut semer quelque chose qui fait sens pour lui. Puisque au prochain cycle, en quelque sorte, il va pouvoir exploiter cette dimension nouvelle. Moi, je crois aux mots plutôt des gens que mes propres mots. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent arriver à dire ce qui... Je crois que c'est à eux de dire, d'où l'intérêt de la psychologie, de la psychanalyse. Les mots des gens, les rêves des gens, c'est extrêmement puissant, ça, c'est extrêmement fort. Il faut qu'on fasse rencontrer des images, par exemple du I Ching, qui sont un véhicule énergétique, avec l'expression des mots des individus. Et là, si vous faites rencontrer ces deux choses, vous avez effectivement un terrain vous dites de purification, effectivement, de purification, d'éclaircissement, de dévoilement, d'apocalypse. Vous avez l'apocalypse de l'individu qui se met en route. Et à ce moment-là, il rentre dans le chemin de la purification. Et la purification, ça veut dire revenir à l'unité, quelque part. Revenir à l'unité, mais dans l'angle... Alors, compris comme un verso, c'est revenir à l'essence de votre capacité de changement propre. C'est ça. C'est ça. D'où l'intérêt de ces images qui sont quand même, à mon avis, très fortes. C'est-à-dire que si on sait qu'on arrive à ce point de rassemblement, de purification, je dirais, de réénergétisation de votre modèle d'origine, vous êtes dans le bon chemin.